Bonjour à tous. Je suis très, très heureuse d'avoir réuni Jean-François, Elisa et Fanny pour cette table ronde. Vous êtes trois personnes qui menez des projets avec des approches différentes, chacun dans vos entreprises. Mais pour moi, ce qui vous réunit, c'est beaucoup d'énergie et d'engagement, chacun, par les approches que vous expérimentez, pour montrer, et en tout cas pour explorer, comment, au sein des entreprises, on peut réconcilier des objectifs qui, jusque-là, paraissaient antinomiques, performance économique et impact positif. Donc on a construit cette table ronde pour que vous puissiez nous partager vos expériences. Elisa, tu es directrice du projet d'entreprise et de la RSE au sein de Groupama Ganvi, qui est une filiale du groupe Groupama. Jean-François, tu es directeur de l'impact sociétal et social du groupe Adecco, environnemental et sociétal, et tu es également président de Youmando, qui propose des solutions à des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Et puis Fanny, tu es directrice de la raison d'être et des parties prenantes au sein de Veolia. Et tu mènes une démarche de dialogue avec ces parties prenantes. En énumérant vos fonctions, je me suis dit, en fait, c'est des fonctions au sein des entreprises qui sont encore peu communes. On commence à en voir, mais on va dire c'est pas le DAF. Voilà, c'est des fonctions qui sont quand même assez nouvelles et qui montrent que ce que vous faites, c'est de l'innovation, c'est de l'exploration. Et on cherche à créer des nouvelles façons de gouverner, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Et donc cette table ronde, l'objet, c'est vraiment de partager ce que vous avez pu affronter. Il y a des freins aussi, il y a des difficultés, mais voilà, vous avez des convictions. Je pense que vous avez retiré un certain nombre d'enseignements de ce que vous avez mis en place ces dernières années. Donc l'objet, là, on va avoir 30-40 minutes autour de 3 questions, et puis on ouvrira les questions à la salle. Voilà, je vais rentrer tout de suite dans le sujet avec une première question très directe. Je ne sais pas si elle est simple, mais je vais commencer par toi, Fanny. Comment, au sein du groupe Veolia, vous réconciliez business et responsabilité ? Merci. Bonjour à tous. Alors, vaste enjeu qui concerne beaucoup d'acteurs économiques, effectivement. Nous, chez Veolia, je précise, même si je pense que le groupe est un peu connu, notre cœur de métier, c'est l'environnement, pour des clients qui sont pour moitié des collectivités, pour moitié des industries, dans 54 géographies, donc on couvre tous les continents, et on a 220 000 collaborateurs. Donc ça donne un peu le panorama de l'acteur économique qu'on est. Donc cette question-là, et l'entreprise va fêter le 14 décembre prochain, c'est 170 ans. Voilà, donc c'est une entreprise qui est inscrite au cœur des territoires et qui a une longue histoire dans ses métiers de service à l'environnement, qui pour certains sont des services essentiels. Toute cette question-là, elle s'est renforcée avec la loi Pacte qui a été votée en 2019. On a la chance chez Veolia d'avoir aujourd'hui un président qui à l'époque était président-directeur général, qui s'intéresse beaucoup à ces questions du rôle de l'entreprise et du rôle de l'entreprise dans la société, et la fameuse question des parties prenantes. Le mot n'est pas très joli, mais il dit bien les interactions qu'a cette entreprise avec son écosystème direct de clients, de collaborateurs, d'actionnaires, parce qu'évidemment on est une boîte cotée, et la dimension financière elle est clé et elle est extrêmement suivie, vous l'imaginez, mais aussi les territoires dans lesquels on agit, puisque quand on produit de l'eau, qu'on traite des déchets, qu'on gère de l'énergie, on est profondément local et on va travailler avec les acteurs du territoire et la planète, parce que là c'est peut-être la partie prenante qui est la moins personnalisée, mais et qui n'a pas forcément une voix, mais chez nous elle va être portée par les jeunes, par les ONG, par le monde académique. C'est évidemment une partie prenante essentielle. Toute cette question-là de l'impact de l'environnement et du financier, on l'a abordée, donc nous, en tout cas on l'a renforcée, parce que c'est une question historique finalement, grâce à cette loi Pacte. Et d'ailleurs Antoine Frérot a contribué à ces travaux et au rapport Nota Sénat. Et on a assez vite partagé un texte, donc avec cette raison d'être, c'est un texte qui fait 500 mots chez Veolia. Donc voilà, président qui est assez intellectuel, et nous on a voulu, et ça a été co-construit avec beaucoup de
de partenaires internes et externes, vraiment poser les fondamentaux de ce cap collectif que l'entreprise s'est fixé sur le long terme pour associer progrès humain et environnement. Et tout de suite, au-delà de ce texte, on a voulu rendre tout ça assez opérationnel et rendre ça très concret pour notre collectif, déjà les collaborateurs. Et on a posé ce qu'on appelle une démarche de performance plurielle. Et le mot est important, et l'adjectif pluriel a été vraiment réfléchi. On ne voulait pas que ce soit global, c'était un peu trop générique, on ne voulait pas que ce soit multidimensionnel, ce qui nous semblait un peu trop technique, on l'a même testé le mot. Et dans pluriel, et on a même posé une roue de la performance plurielle, vous pourrez la trouver si ça vous intéresse. On a personnalisé donc, nos 5 catégories de parties prenantes que je citais tout à l'heure, donc évidemment nos clients et nos investisseurs avec les dimensions commerciales et financières, mais aussi nos collaborateurs, les territoires qui sont vraiment clés, et les salariés, puisqu'on est une entreprise de service. Et on a mis dans un cercle, avec une vraie ambition de montrer l'écosystème, ces 5 parties prenantes. On a posé les 5 performances environnementales, sociales, sociétales, et on a résumé même le texte avec 5 engagements, parce que tout ça est pour mettre aussi la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise et relier un peu ces acteurs-là. Poser nos priorités d'action avec des objectifs et inscrire ces objectifs dans le programme stratégique. Donc évidemment, moi je vous parle du siège de Veolia qui va poser un cadre d'action collective pour l'entreprise, mais qui va emmener ce collectif dans une vision un peu plus large de son action pour relier les acteurs, relier les sujets et remettre du sens aussi dans le quotidien, avec comme priorité absolue l'utilité de l'entreprise pour ces fameuses parties prenantes. Et c'est cette utilité qui est le gage de prospérité et pas l'inverse. Donc évidemment, on va être suivi trimestriellement pour donner des comptes et la performance financière va être clé, mais on veut remettre un cap un peu plus haut pour mettre cet impact sociétal au cœur de l'ambition et du pilotage, surtout opérationnel, du groupe. Très bien, merci. Donc une vraie structuration, il y a un côté systémique, le fait que vous ayez posé cette performance plurielle et que finalement ça se joue au haut niveau, et en tout cas c'est de manière systémique et structurée, une approche, je ne pourrais pas prendre le terme de multidimension puisque ce n'est pas celui que vous avez choisi, mais pluriel, performance économique et l'impact sur vos parties prenantes. Exactement. D'accord. Elisa, même question, au sein de Groupama Gainvie, quelle approche ? Alors déjà, bonjour à toutes, à tous. Groupama Gainvie et le groupe Groupama, vraiment en quelques mots pour vous situer le cadre. Le groupe Groupama est donc un assureur généraliste au modèle mutualiste. On a donc des sociétaires et non pas des actionnaires, donc c'est un modèle un peu différent. Et Groupama Gainvie, dans ce groupe, on est un assureur, on est l'assureur de la personne du groupe. Un assureur de la personne, il propose des offres de santé, de prévoyance, de retraite, que ce soit à des assurés individuels ou à des entreprises qui choisissent de doter leur entreprise de contrats de ce type. Nous, il y a 3 ans maintenant, on s'est engagé dans un nouveau projet d'entreprise. Et comme tout projet d'entreprise, il se réfléchit sous l'angle de la stratégie. Évidemment, on a des ambitions, on a des objectifs métiers que l'on se fixe. Et on s'est dit, on éprouve le besoin de réfléchir de manière assez profonde à qui on est, quelles valeurs on a envie d'apporter, quel sens on a envie de donner à nos collaborateurs et quelles valeurs on a envie de porter auprès de nos parties prenantes, nos clients, nos partenaires. Et donc, on a fait un travail, je dirais, d'introspection. On est allé à la recherche de ce qui nous rendait un peu singuliers, différents, en tout cas ce qui nous appartenait à nous et qui nous rendait différents d'autres assureurs du marché, mais aussi d'autres entreprises. Donc c'est un travail qui est absolument passionnant sur la singularité d'une entreprise. Si vous voulez chercher aussi, vous pouvez regarder sur un site qui s'appelle Patrick Mathieu Singularité. On a été accompagnés pour ça et c'est un travail vraiment passionnant. Et donc, c'est de là qu'on a extrait l'ADN de l'entreprise, qu'on en a défini ensuite une mission qui est une forme de raison d'être. Et à partir de cette introspection, on a bâti la projection, c'est-à-dire le projet stratégique.
Donc on a eu envie à la fois de concilier l'objectif métier et l'objectif stratégique je dirais, au sens qu'on a envie d'apporter à nos parties prenantes. Et plus globalement, qui dit assureur dit défi. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que les enjeux climatiques posent des challenges absolument immenses de responsabilité aux assureurs. Pas qu'aux assureurs, mais en grande partie aux assureurs. Donc on a une obligation de nous transformer, une obligation d'apporter des solutions, d'accompagner au plus près les personnes qui sont nos assurés. L'enjeu climatique, c'est celui qui est le plus complexe et celui qui pèse le plus lourd financièrement. Donc si on veut continuer à exister dans quelques années, si on veut continuer à faire notre métier, on est obligé d'avoir une logique de transformation de notre modèle économique. Et pour ce qui est de Groupama Vie, donc je le disais, assureur de personnes, là aussi de sacrés enjeux. Un de nos enjeux, c'est d'accompagner au passage à la retraite, qui est une vraie transition, qui est là aussi un enjeu complexe. Souvent, il y a énormément de pédagogie à faire. Évidemment, il y a un produit derrière, mais c'est pas là que ça se joue, parce que en fait, nous les assureurs, on a tous, je vous apprends rien, on a plus ou moins tous les mêmes produits, donc ça fait des années que ça ne se joue plus du tout sur ce terrain-là. Mais en revanche, ce qu'on propose, c'est un accompagnement plus de pédagogie et presque de coaching, de préparation à la retraite, avec une conviction qui est que c'est un moment qu'on peut envisager comme un moment positif et optimiste. C'est un moment où plein de choses commencent, et donc on a toute une approche de service et de coaching. Alors on ne sait pas tout faire chez Groupama Vie, donc on est associé à de nombreuses, notamment des startups qui ont des approches, notamment comment est-ce qu'on sensibilise les jeunes à leur future retraite, même si c'est un horizon qui peut sembler extrêmement lointain. Donc voilà, on a une logique de partenariat assez fort chez Groupama Vie. Voilà. Merci. Jean-François, même question au sein du groupe ADECO. Bonjour à toutes et tous. Donc la question, c'est comment on réconcilie la perf éco et l'engagement et l'impact positif. Et moi, j'ai une conviction. Je vous parle d'ADECO, c'est un groupe de ressources humaines. La plus grosse partie de l'activité est dans l'intérim. Je vais plutôt parler d'intérim, ça va simplifier le discours, le propos. J'ai vraiment une conviction et qu'on essaye de porter dans ce groupe, c'est que c'est le métier au centre. Le sujet, c'est quel métier on fait et quel impact il a. Et presque plus que le métier, le geste métier. Ce matin, en préparant cette intervention, je me posais la question de comment je pourrais imaginer ça. Je pense que, et j'étais en train de me préparer un café, machin. C'est pas parce qu'on fait la cuisine pour les autres qu'on a un impact positif. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Des fois, c'est pas toujours une réussite. C'est pas parce on met les gens au travail qu'on a un impact positif. Et la façon dont on va exercer son métier va avoir un poids particulier. Vous pouvez être dans le métier du travail temporaire, le pire et le meilleur, une boîte responsable ou un assassin. Vous pouvez mettre en danger les gens, vous pouvez être prédateur sur le marché du travail, abuser de la précarité, être complice de discrimination, etc., etc. Et puis vous pouvez, avec le même job, l'agence d'à côté, l'équipe d'à côté, voire même dans la même enseigne, être attentif aux trajectoires professionnelles, être en promotion du droit de retrait en cas de danger. Vous pouvez lutter contre les discriminations, faire la promotion de la diversité, etc. C'est le même outil. C'est le même outil. Donc, pour le coup, notre geste métier nous responsabilise. Voilà. Notre métier, notre geste métier nous responsabilise. Et en fait, pour moi, l'impact positif qu'on peut avoir sur ce marché, il nous engage. Et on en tire des avantages. On en tire des avantages qui sont très concrets, en fait, qui sont des avantages d'être différents de nos concurrents. Tu disais que l'offre de l'assurance est assez standard. L'intérim, c'est pareil. Et en plus, on n'est pas propriétaire des intérimaires, heureusement.
Et donc ils peuvent aller en face. On n'est pas propriétaire de nos clients, on est toujours challengé, des deux côtés là d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un avantage concurrentiel. C'est une manière différente, singulière, d'exercer le métier. C'est le meilleur moyen de faire adhérer vos collègues, hein, pas de nous. Moi, quand je raconte mon job le soir, et c'était vrai il y a longtemps que j'étais dans cette boîte, on m'a accusé du pire. On m'a traité de marchand de viande. Et je pouvais dire à la personne en face de moi, mais t'as fait quoi aujourd'hui, toi? Moi, j'ai mis quelqu'un au boulot qui n'avait pas bossé depuis 2 ans. T'as fait quoi? Voilà. Donc c'est aussi une manière d'avoir de la fierté d'appartenance et de revendiquer son job comme étant quelque chose de différent. C'est aussi une manière de dialoguer avec les pouvoirs publics de façon différente sur les questions de plein emploi, de se poser la question de l'inclusion. Tu as dit, dans mon parcours, c'est un sujet qui est super important, en disant est-ce qu'on peut considérer que 7% de chômage, c'est confortable? Il y a 3% de chômage de friction, donc il reste 4%, et je peux vous assurer que dans ces 4%, il y a encore 2 millions de personnes qui sont en galère lourde. Et celles-là, il faut qu'on puisse les adresser aussi pour qu'ils aient une équité d'accès au marché du travail. Bon voilà, ce que je voulais dire, en fait, en conclusion, c'est que l'engagement, l'impact, il est chez nous au centre du business. C'est une particularité du groupe et c'est pas la voie la plus facile. C'est pas la voie la plus facile, mais c'est celle qui, aujourd'hui, est une des rares qui nous différencie dans le secteur. Et tu dis c'est pas la voie la plus facile parce que je pense aussi quand c'est au cœur de cette façon, comment tu l'entretiens, comment cet engagement tu l'entretiens dans la durée aussi. Elisa et Fanny, vous parlez de ce qui avait été lancé à un niveau très stratégique. On parle de moments comme ça qui sont aussi un peu, j'allais dire des épiphanies, mais des moments forts dans des prises de décision. On va aller dans cette direction. Comment ça s'entretient dans la durée, cette dynamique d'engagement? Commencer à répondre à la question. Nous, quand on a partagé cette raison d'être et tout de suite posé ce référentiel de performance plurielle, alors les calendriers étaient assez, comment dire, ça tombait bien puisque chez Veolia, on a des programmes stratégiques qui sont plutôt des programmes sur 4 ans qui permettent d'aligner. Nous, on a ce qu'on appelle en bon français des business units par pays. On a différentes activités, différents contextes de clients, donc il faut un cadre global posé par le siège et ensuite des déclinaisons que chacun va gérer. On a lancé ce référentiel de performance plurielle dans le programme stratégique 2020-2023. C'est arrivé 6 mois après. Donc ça nous a permis de réfléchir en fait cette performance dans le cadre, au cœur de l'activité. Et souvent, les enjeux en entreprise, c'est d'associer, on a beaucoup parlé de responsabilité sociétale, de mettre ça au cœur du business et que ça ne soit pas une ligne parallèle. C'est facile à dire, c'est difficile à faire pour qu'il y ait une espèce d'orchestration. Donc, on a poser tout ce référentiel avec des objectifs, des indicateurs qui permettaient de mesurer donc des cibles à horizon 2023. Et il y a eu tout. Alors, tout ça a été lancé en février, je précise le contexte aussi, février 2020, et 2 mois après, confinement. Donc voilà, on a été aussi percuté par l'imprévisible. Et je pense que c'est aussi bien de savoir s'adapter. Et je pense que ça, c'est aussi le grand sujet. Je pense que la résilience vient percuter le réel et nous force à innover, nous force à réinventer, nous force à nous repositionner. Mais pour répondre à la question, Claire, ça a été beaucoup une logique d'abord d'appropriation. Alors, déjà un cadre, donc une gouvernance, parce que sur ces questions-là, il est quand même question de savoir qui pilote. Donc nous, on a évidemment un conseil d'administration, il y a un comité raison d'être qui a été créé à la même occasion, donc qui est dédié au suivi de ce sujet-là, et donc c'est suivi au plus haut niveau de l'entreprise. Il y a un comité de pilotage de la raison d'être qui était plus opérationnel, qui a été au-delà d'un comité exécutif ou un comité de direction en charge de la coordination des acteurs pour structurer le sujet, s'assurer de l'appropriation interne et de la mesure. Et il y a eu vraiment un effort. On a désigné aussi des sponsors au niveau du comité exécutif, c'est-à-dire que nous, chez Veolia, le COMEX, c'est ou des directeurs fonctionnels, RH, finance, assez classiquement, mais aussi par géographie. Et chacun s'est vu attribuer un objectif. Donc pour des performances financières ou
c'était plus logiquement le directeur financier ou RH, le DRH, mais sur des sujets, on a eu un patron de zone qui a été champion du climat pour l'ensemble du groupe. Donc d'un coup, il est responsable de sa zone, mais il est aussi responsable du sujet pour tout le groupe. Donc on croise un peu, idem pour la biodiversité, idem pour l'économie circulaire. On a 18 sujets dans notre performance plurielle. Donc une gouvernance avec des sponsors COMEX, donc au plus haut niveau, ils ont la voix, ils ont aussi évidemment la responsabilité budgétaire, donc ça permet de défendre les sujets au bon niveau de l'entreprise, et avec à chaque fois des référents, et ça permet de croiser quand même le travail dans l'entreprise. Et un énorme enjeu sur l'appropriation interne. On a créé un module de formation, Our Purpose in Motion, bon, on est en anglais évidemment, mais... Et là, on a un peu cassé les codes pour vraiment créer l'esprit collectif. On a même utilisé un Time's Up, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, pour se souvenir de nos objectifs de performance plurielle, mais aussi pour se dire il va falloir changer de posture. On n'est plus dans la compétition, on est dans la coopération et il faut s'autoriser à sortir du cadre. Et après, on a travaillé sur les process, qu'est-ce qui peut faire dérailler les choses et qu'on soit dans une certaine sincérité de ce qui est dit et ce qui va devoir être fait, de toute la difficulté de l'exercice. Donc voilà, beaucoup de travail sur l'appropriation interne. Et puis après, on a des trophées aussi qui permettent de remonter les bonnes pratiques, parce que tout le sujet, c'est d'incarner ça sur le terrain et d'en faire quelque chose d'assez concret, donc, et de récompenser, de partager pour que ça puisse inspirer les autres équipes. Donc voilà, structuration, appropriation interne. Et puis mobilisation, ce qu'on est exactement, enfin, le sujet, c'est engagement et impact. On a un de nos objectifs dans cette performance qui est l'engagement, et on peut suivre d'ailleurs avec une enquête, nous, interne, l'engagement des collaborateurs. C'est clé parce que c'est aussi remettre du sens, remettre de la cohésion et de l'innovation dans les pratiques. Et ça va être récompensé aussi au niveau RH pour inciter les gens à se réinventer d'une certaine manière. Merci. Elisa, je crois que vous avez fait beaucoup de choses aussi sur l'aspect mobilisation. Oui, et puis on est des entreprises très différentes, mais je me retrouve vraiment beaucoup dans le sens qu'on met, dans la logique qu'on donne à tout ça. Comme tu le disais, Fanny, le premier levier, c'est que ce soit le CODIR et le DG qui disent à un moment donné on y va, c'est moi qui le porte, et on va lancer une démarche dont l'objectif est de tenir sur le long terme. Donc il y a une vraie volonté au départ, et s'il n'y a pas cette volonté, c'est pas la peine d'y aller. Évidemment, c'est encore plus vrai dans le cadre d'une démarche RSE. Nous, on avait un DG qui hésitait. Alors, de toute façon, la réglementation nous oblige à y aller, bien entendu, mais on s'est dit, c'est pas possible que ce soit la contrainte qui nous oblige à nous lancer. Donc, on a eu envie de bâtir une démarche RSE qui nous ressemble, qui est fondée sur nos possibilités, parce que quand on mène une démarche RSE, il faut agir sur des leviers sur lesquels on a la possibilité d'agir. Et c'est une fois seulement qu'on a eu vérifié qu'on avait la capacité à lancer une démarche RSE sur laquelle on pouvait vraiment agir, qu'on y est allé. Donc ça, on a maturé pendant 1 an et demi avant de décider d'avoir une équipe RSE, de se donner les moyens, etc. On a aussi, autre levier qui est fondamental, construit. Au moment où on a choisi de nous doter d'une mission, on s'est aussi doté de principes d'action qui sont finalement les clés opérationnelles qui permettent à la mission d'exister tous les jours pour tous les collaborateurs dans l'entreprise. Ce sont les collaborateurs qui ont construit les principes d'action, c'est pas le CODIR. Et une des conditions que moi j'ai mises à piloter ce job, c'était qu'on ne remette pas en question la parole des collaborateurs. Pourquoi ? On les a construits comment, ces principes d'action ? On a demandé à des collaborateurs de nous décrire les succès auxquels ils avaient contribué dans les 5 dernières années. Alors évidemment, on n'a pas fait ça de manière exhaustive, mais on leur a demandé de nous raconter, de prendre le temps de nous dire ce qui avait fonctionné selon eux dans nos réussites. C'était un moment absolument génial. Je crois que c'était aussi leur permettre de se rendre compte qu'ils participaient pleinement à la réussite de l'entreprise, quel que soit le métier qu'ils faisaient, quel que soit le poste qu'ils avaient. Et donc la co-construction, évidemment, c'est au moment où on met en place, et c'est aussi au moment où on pérennise. Donc ça veut dire qu'un des pièges sur le long terme de ce genre de démarche, c'est de perdre le lien avec le terrain.
c'est d'oublier que finalement tout ça c'est concret, c'est opérationnel, c'est des gestes métiers. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place un programme auquel 100% des collaborateurs, on est 2000 chez GGV, ont participé par équipe, qui s'était étalé sur 18 mois. Il y avait 4 jours pleins. Et croyez-moi, convaincre les managers du fait qu'il fallait consacrer 4 jours pleins à un programme d'accompagnement des collaborateurs, ça n'a pas été simple, mais encore une fois, le DG le voulait et s'était porté au plus haut. Et donc ce programme, il parlait de quoi? Il parlait pas de mission, il parlait pas de principe d'action, il parlait du métier des gens, de comment on coopère, de ça veut dire quoi pour nous d'être orienté client, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'on réussit à faire fonctionner ensemble, et quels objectifs on se donne pour faire encore mieux, pour faire encore plus, ou pour arrêter de faire des choses. Parce qu'on s'est aussi dit que chercher notre modèle de succès, réussir, c'est aussi renoncer parfois. Donc voilà la co-construction, le concret, je dirais qu'il y a un autre frein. J'ai commencé à parler des freins, mais finalement ils sont inhérents à ce genre de choses. C'est de considérer qu'on mène un projet, c'est-à-dire qu'on a un livrable, qu'on a un pilotage. Alors évidemment il faut un cadre, évidemment il faut quelques indicateurs, même si c'est pas simple de mettre en place des indicateurs sur ce genre de démarche, mais finalement c'est une transformation de très long terme, parce que c'est ça qu'on accompagne en fait, c'est une transformation de très long terme avec une sorte de boussole, qui est la raison d'être ou la mission. Donc voilà pour l'expérience. Merci. Même question, Jean-François. Alors, chez nous, peut-être un chemin un peu différent. Je parle de démarche un peu itérative, en fait. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, plutôt des actions de terrain qui n'ont pas une stratégie, une vision, on est très loin de ça. À l'origine, assez ancien, une trentaine d'années, j'en suis témoin. Et donc petit à petit, des actions socialement responsables qui se sont construites et qui ont été reconnues sur le terrain, en disant, bah oui, tiens, quand on fait ça, il se passe ça. Il y a cette fierté d'appartenance, il y a cet avantage concurrentiel, il y a cette relation avec une institution, par exemple. Et donc quelque chose qui s'est construit petit à petit et qui débouche sur de la singularité. Et qui vient rejoindre les démarches expliquées, c'est-à-dire avec, bien sûr, la structuration, des évaluations, des indicateurs, des prises de position fortes des dirigeants. Mais plutôt quelque chose qui s'est construit petit à petit. Donc on n'est pas dans l'ADN. Moi, je suis assez résistant à la notion d'ADN. Je pense que c'est plus le résultat d'un travail, en fait. Voilà. On a des aptitudes ou on n'en a pas, mais c'est le résultat d'un travail. Et il y a beaucoup de contre-courants. Enfin, en tout cas, dans mon entreprise, il y a des contre-courants. Et donc, du coup, pour résister à ces contre-courants, il faut des ancrages. Voilà, faut s'arrimer pour être solide et qu'en cas de tempête, on ne soit pas embarqué avec la volonté de telle et telle partie prenante, on en parlera après. Ça peut être les actionnaires, ça peut être des réorganisations d'entreprises, ça peut être des moments politiques ou de crise économique ou de pandémie qui font qu'on revient en arrière. Et dans ces moments-là, quand on veut accompagner une entreprise qui essaye de pivoter et de renforcer sa singularité, il faut que dans ces moments de contre-courant, cette zone-là résiste. C'est indispensable. Voilà. En tout cas, la démarche, le cheminement qu'on a pu avoir, nous, sur les questions de responsabilité sociale, et puis de l'environnement ayant été bien sûr rapatrié. Alors, le monde nous l'a rapatrié, mais on s'est assez vite posé cette question-là. On a mis du temps à se professionnaliser. Maintenant, on a un objectif d'être aussi ambitieux pour les questions d'environnement que pour les questions sociales et sociétales. Peut-être 2 mots sur les freins que moi je repère dans mon entreprise. Trop peu de com ou pas assez de com. On peut pas être, vitrine pleine et boutique vide, ça marche pas. Et on se fait démasquer très vite et de plus en plus. À l'inverse, vivons heureux, vivons cachés dans le petit monde de la RSE, ça ne fonctionne pas non plus.
Et il faut créer cette fierté d'appartenance, cet avantage concurrentiel, etc. Donc c'est un juste milieu qui n'est pas si simple à trouver. Ne pas penser que c'est simple, ça ne va pas de soi. Encore une fois, il y a ces contre-courants. Et vous l'avez dit, mais et c'est important de le redire, il faut de l'alignement. C'est-à-dire que le fait que le métier, le geste métier, les collaborateurs, les équipes, nos clients, etc., aient envie d'aller dans ces directions-là, si on n'est pas aligné avec la direction générale de l'entreprise, à un moment, on travaille au noir, quoi, on travaille en douce. Dans l'industrie, on appelle ça de la perruque. Alors, non, c'est pas possible. Il faut un alignement et au plus haut niveau, parce que c'est à des moments là que ça se passe. Donc moi, je pense que les directions de responsabilité sociale, d'engagement, de raison d'être, elles doivent être rattachées au plus haut niveau de l'entreprise. Tu as cité quelques parties prenantes au moment où tu évoquais des contre-courants. J'ai envie d'élargir cette question des parties prenantes. Quels peuvent être leurs rôles dans ces démarches ? En tout cas, quel rôle vous leur donnez dans ce que vous avez engagé dans vos entreprises ? On va faire le sens inverse. Jean-François, je te laisse commencer. Oui. Alors peut-être un peu en termes de provocation, parce que je ne le pense pas à 100%, je le pense un peu, mais moi, toutes les consultations de parties prenantes, il y a des directrices RSE du groupe qui est dans la salle, toutes les consultations de parties prenantes m'ont jamais appris grand-chose en fait. Mais c'est un peu normal, c'est notre boulot d'être un peu en éveil, en veille et en éveil sur ce qui se passe autour, voilà, c'est ce rôle un peu de passeur qu'on peut avoir. Et donc en fait, souvent, la consultation de ces parties prenantes nous a permis de renforcer des positions, y compris d'ailleurs avec des dirigeants dubitatifs, résistants ou regardant ailleurs. Et puis les quelques choses qui ont été rapatriées, parce qu'on ne les avait pas vus, parce qu'on ne les avait pas mis au bon endroit, on n'avait pas considéré que c'était aussi important. Là, pour le coup, c'était super important. Voilà, donc, rapatrier les angles morts, ça semble essentiel. J'ai aussi, là aussi, je vais un peu de provocation, c'est-à-dire que la théorie des parties prenantes, elle a pour vocation de chercher des compromis, en fait. Moi, je suis un militant dans l'entreprise. Et les compromis, j'ai toujours l'impression d'être dans la compromission. Et donc, je suis prudent aussi sur cette théorie des parties prenantes, en disant il ne faut absolument pas que cette recherche de compromis fasse perdre, pour moi, l'objectif qui est de faire pivoter le modèle. Pivoter le modèle, on n'est pas dans une logique de réparation, on n'est pas dans une logique de justification, mais on est dans une logique de double performance économique et sociale, d'impact des deux côtés. Et donc ça, encore une fois, c'est pas cosmétique, c'est un changement profond du modèle et qui, pour moi, en fait, devrait devenir propre, inséparable. Voilà, c'est un nouveau modèle d'entreprise et qui peut être performante et qui peut avoir des combats concurrentiels, mais qui a dans ses indicateurs et c'est l'évaluation de sa performance la totalité de ses impacts et pas simplement la rémunération des actionnaires ou les parts variables des dirigeants ou des commerciaux. Je vais passer la parole à Fanny parce que je pense que tu as peut-être des réactions par rapport aux éléments provocants de Jean-François sur la théorie des parties prenantes. Alors avec grand plaisir, et je suis très très alignée avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est un chemin qu'on cherche avec ces fameuses parties prenantes qui est complexe, parce qu'on est dans un monde complexe et que là, il s'agit de parler d'interaction. Et même au-delà de l'interaction, d'interdépendance, et je pense que ce mot, il est essentiel. En tout cas, nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment aller au-delà de la consultation, et déjà, la consultation en soi, elle n'est pas si simple que ça, mais de dépasser ça, je vais y revenir. Et effectivement, cette question du compromis, elle peut paraître un peu molle, ou en tout cas un peu fade, et toute la question, c'est de cette
transformation écologique, dont on va parler de transformation, c'est juste une manière de dire qu'il faut aller au-delà de la transition. Il y a cette idée d'accélération, parce qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a une urgence à agir. Et donc cette transformation, elle doit être juste. Donc elle ne doit pas être molle, elle ne doit pas être faible, elle doit être juste en accélérant. Donc tout ça est un équilibre plus que subtil à trouver. Et je pense que personne n'a encore trouvé de baguette magique, mais ou alors il faut venir nous voir assez rapidement. En tout cas... nous, cette question des parties prenantes, on s'est dit, là, on ne va pas rentrer dans de la théorie, justement, on veut expérimenter, parce qu'on veut s'autoriser à chercher, à se tromper, à recommencer. C'est souvent l'angle mort des politiques RSE, quand même, les parties prenantes, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est de l'humain, parce que c'est complexe. Donc là, moi, je vous ai expliqué ce texte de la raison d'être, et d'ailleurs, on est revenu d'un texte long qui fait 500 mots, nous, un texte court. Donc déjà, on l'a réduit en se disant, mince, on assume notre texte long, on n'y renonce pas, mais on va le réduire pour faciliter l'entrée. De la même manière, sur la performance plurielle, sur le plan Impact 2023 dont je vous ai parlé, on avait 18 objectifs parce qu'on n'a jamais su, on en a 3 sur l'environnement, décarboné, dépolluer, régénérer, mais du coup dans les autres dimensions, mais ça reste beaucoup. Donc là, dans le nouveau plan 24-27, on n'en aura plus 14-15, c'est dur de renoncer, pour simplifier. Sur les parties prenantes, pour répondre à la question, il y a 2 ans, on a lancé une initiative qui s'appelle +1, pour une écologie en action, et je précise le nom parce que je pense que l'intention, elle est importante dès le nom. Le 1, il est là pour dire, on va chercher l'union. C'est-à-dire que dans un écosystème avec ces 5 catégories, entre un client, un actionnaire, un collaborateur, un client et une ONG, les intérêts, par essence, ils peuvent être assez facilement divergents. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est pour ça que le compromis peut parfois être même juste impossible, en fait. Et nous, c'est pas la divergence qui va nous intéresser, c'est la convergence. C'est-à-dire, OK, là, il va peut-être falloir prendre d'autres angles de vue, comprendre ces interdépendances et se dire qu'on sera peut-être plus fort ensemble. À nouveau, moi je parle du corps, donc on est obligé de poser des cadres. Après, je vais essayer de vous démontrer des exemples concrets terrain, parce qu'on passe notre temps à osciller, nous, du global au local, du long terme au court terme, et c'est une gymnastique aussi un peu acrobatique. Mais donc, le 1, il dit l'union entre ces 5 catégories. Le plus, il dit l'inclusion. Allons essayer d'être juste, parce que ce qui est juste, c'est quand même ce qui, a priori, va fonctionner. Et essayons surtout d'élargir le cercle des personnes avec lesquelles on travaille. Ça, c'était... Et pour une écologie en action, il s'agissait d'avoir quand même tout de suite une dynamique d'engagement, d'impact, parce que c'était ça qui était recherché. Ce +1 pour une écologie en action, rapidement, parce que je pourrais vous en parler longtemps, mais on s'est dit ces 3 temps de rencontre avec cet écosystème de parties prenantes. C'est un temps d'écoute, parce que c'est pas si évident que ça, l'écoute. Et merci de votre écoute, justement, mais ça nécessite une intention, l'écoute, et l'intention d'entendre, et pas juste d'avoir raison, parce que là, c'est tout de suite un peu monolithique. Il y a un deuxième temps pour nous, qui est le temps de la priorisation. Et ça, dans la performance plurielle, c'est se dire, on a des milliers de sujets à traiter, c'est compliqué, mais on va devoir choisir nos batailles et y mettre un peu plus de temps et de moyens. Et donc, on va prioriser nos combats. Et ensemble, quels sont les sujets sur lesquels on peut être plus fort, voilà, en fonction de ces intérêts convergents. Le troisième temps, c'est le temps de l'engagement. Et dans ce temps de l'engagement, il y a aussi souvent le temps de la formation, parce qu'on n'a pas la science infuse, il faut parfois se nourrir des expertises des uns et des autres. Et, voilà. Et donc, on est allé chercher un écosystème de 50 parties prenantes pour être dans un groupe qu'on puisse écouter, avec lequel on puisse travailler. On a testé ce prototype, donc on a été chercher dans notre écosystème, on l'a fait en France d'abord, 10 clients, 10 collaborateurs, avec chaque fois des profils variés. On a testé ces 3 étapes de travail et on a vu qu'il y avait un vrai engouement à participer, parce que finalement ça remet du sens, de la cohésion. On a vu que les gens venaient au premier, au deuxième, au troisième rendez-vous, et on a réussi à produire des idées, et surtout, nous, on a validé cette méthode pour ensuite, de la même manière que la performance plurielle est une manière de faire et de penser, grâce à ce +1, créer la dynamique dans le collectif et du coup penser un peu plus large. Donc on a appliqué ça par exemple dans notre programme stratégique. Là on a fait, du coup c'est pas des consultations, mais créer des collectifs par géographie sur le terrain pour nous aider à construire ce programme. C'est en cours, donc je vais pas pouvoir donner d'exemples concrets, mais on peut le placer par exemple dans un contrat et ça a été
mis très récemment. À Nice, par exemple, un contrat important de collecte, donc c'est des contrats plutôt de 20 ans, nous on s'inscrit sur le temps long, de collecte de déchets qui s'inscrit, donc c'est une usine dans un territoire. On a créé un collectif, ça va être lancé, donc c'est encore expérientiel, on va dire, un haut conseil environnemental et sociétal avec des représentants de la ville, donc des élus, avec des investisseurs, là on a la Banque des Territoires, avec des collaborateurs, avec des gens du quartier de l'Ariane, parce que voilà, ce quartier il est concerné par l'installation de cette usine, et des représentants de l'environnement, et on va discuter avec eux la vie de ce contrat, la vie de tout ce qu'il fait pour qu'ils soient partie prenante au contrat. Et donc on les écoute, mais on essaye aussi de faire quelque chose de ce qui va être dit pour rendre tout ça assez opérationnel. Et ce haut conseil, ça vous a permis ou ça a contribué à gagner ce contrat que tu évoques ? Alors c'est une manière d'innover avec le client. Là c'est pour ça que j'ai essayé de dire, on est au-delà de la consultation, on est dans une manière de penser l'activité avec et pour. Et oui, c'était, enfin, je n'ai pas tous les détails du prix, évidemment, de la technique, de la concurrence, mais on a même aussi créé un tiers-lieu. Là, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais le sujet des tiers-lieux, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi depuis quelques années. Nous, on est une entreprise, comme on dit, B2B, c'est-à-dire qu'on n'a pas le citoyen directement face à nous, même si ça peut être un consommateur. Et les tiers-lieux, pour nous, c'est aussi là, et on travaille beaucoup avec la recyclerie de Paris, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est aussi une manière de parler d'écologie de manière très moderne, de manière presque ludique, en tout cas qui suscite de l'engagement, qui replace ça au cœur du territoire et au cœur de l'écosystème du territoire. Donc on a proposé dans ce contrat-là dont je parle à Nice, dans le quartier de l'Ariane, un tiers-lieu et plus sain, et c'est très complémentaire. Et d'ailleurs, notre plus sain qu'on fait, on le fait à la recyclerie de Paris également. Et tout ce sujet des territoires et repartir de l'écosystème des territoires, ça me paraît essentiel. Et oui, je pense que ça a fait la différence dans ce contrat. Elisa, même question. En étant attentive au temps, si on veut peut-être prendre quelques questions. Donc je vais essayer d'être concise. Moi, sur ce sujet des parties prenantes, très concise alors. Je vais peut-être m'attarder sur deux exemples. Quand on a initié notre démarche RSE, on s'est dit, bon, évidemment, il faut des moyens. Il va en falloir de plus en plus dans les années qui viennent, des moyens au sens des ressources, des gens, des experts dans l'entreprise. On fait partie d'un groupe qui porte énormément les choses, mais dans la filiale GGV, il faut des moyens, il faut des relais. Bon, là-dessus, jusque-là, rien de très étonnant. Et on a aujourd'hui, donc on est 2000, comme je le disais, on a 36 ambassadeurs RSE. Ces ambassadeurs RSE, c'est eux qui nous ont signifié leur envie de s'engager. Donc ils nous ont dit, voilà, nous, on a envie d'être acteurs de cette démarche-là. On les a pris au mot. Alors évidemment, on n'a pas forcément beaucoup parlé du management, mais en fait, il est partout. C'est-à-dire qu'il s'agissait quand même d'embarquer aussi le manager de ses collaborateurs, parce qu'accessoirement, ils ont un métier, un premier métier en tout cas. Donc on a eu le OK pour embarquer ces collaborateurs-là. On les a écoutés, on leur a surtout donné une mission, parce que quand ils s'engagent, ils nous disent, nous, on veut vraiment agir. Donc on a une feuille de route aujourd'hui avec 35 chantiers sur 3 ans. Ils sont tous contributeurs de ces chantiers. C'est-à-dire qu'ils ont 2 fois par mois 1h30 de contribution, plus tout ce qu'ils font en termes de relais de com, qui est absolument essentiel. Et on tire le fil jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, donc vous l'avez compris, l'équipe RSE, elle ne manage pas ses ambassadeurs, mais elle a un rôle de pilotage finalement de la mission de ces personnes-là. Donc là, on se prépare à un temps d'entretien. Alors c'est pas un entretien d'évaluation annuelle au sens classique, mais c'est la première année. Donc sur l'expérimentation, je rejoins tous mes camarades, on va les écouter pour voir si ça les satisfait, si leur engagement il est toujours là, s'ils ont envie de continuer, s'ils ont assez de preuves de ce qu'on fait, parce qu'ils sont acteurs, mais il y a aussi est-ce qu'on est à la hauteur de leurs attentes, nos équipes RSE. Et on est assez fébrile avant ces entretiens-là, même si on est confiant parce qu'on sent que l'engagement est toujours là. Donc voilà, premier exemple de à quel point ces parties prenantes-là, dans notre action au quotidien, elles sont essentielles. Et deuxième exemple, alors nous, on cherche une manière d'inclure nos clients
dans notre système de décision. Bon, c'est quand même pas une partie prenante comme une autre, mais à titre d'exemple, on est un assureur, donc qu'est-ce qu'on fait? On répond à des demandes d'hospitalisation, d'arrêt de travail, d'indemnisation, etc. Donc c'est des choses extrêmement concrètes pour les gens. Et on s'est rendu compte qu'on avait notre propre vision de la priorité qu'on mettait sur les réponses. C'est-à-dire qu'on a des équipes opérationnelles qui font du mieux qu'elles peuvent leur métier, et il y a forcément des délais d'attente sur certaines de ces prestations. Et on a interrogé nos clients pour savoir ce que eux considéraient comme un délai acceptable. Et alors, heureusement pour nous, ça ne nous a pas obligés à revoir nos process, mais on s'est dit, mais c'est quand même évident de demander aux personnes qui sont les premiers touchés par ces sujets-là, de leur demander si ils considèrent que c'est acceptable d'attendre 4 jours, 6 jours. Enfin voilà, ça peut sembler complètement fou ce que je suis en train de dire, mais ça nous fait faire beaucoup de progrès. Voilà, parce que sur la relation client, croyez-moi, on est très conscient du chemin que nous avons à parcourir. Voilà. Merci. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions de la salle. Quelqu'un ici, quelqu'un au fond également. Pour travailler sur la réduction des émissions carbone, par exemple, du transport des collaborateurs, il y a 2 types de décisions. Il y a des décisions qui viennent de l'entreprise. Par exemple, j'équipe tous mes commerciaux avec une flotte électrique. Et une décision où on va demander aux collaborateurs de se transformer. Par exemple, encourager à prendre le Vélib ou à prendre le car. Dans vos objectifs RSE, quelle est la part, très concrètement, je ne sais pas en pourcentage, mais quelle est la part que vous attendez de décision de l'entreprise, de l'ordre de stratégie ou de business model, et la part que vous attendez ou que vous attendez de la transformation du métier, des comportements de vos équipes et des collaborateurs? Alors, c'est évidemment une combinaison des deux. Il y a d'une part des objectifs qu'on se fixe. Alors moi, je représente GGVI, mais dans le groupe, on a des objectifs de moins 20 d'empreinte carbone à 2024, de moins 20% et moins 40% à 2030. Donc ça, c'est une trajectoire qu'on se donne. Voilà. Et chaque filiale y contribue. Nous, on a donc ces objectifs-là. Chez nous, on a une flotte de 50 véhicules. Donc, c'est des pas faciles à faire. Ça veut dire qu'on a évidemment transformé notre flotte pour que ce soit de l'hybride ou de l'électrique. Ensuite, on a des politiques de promotion, d'encouragement. On a une appli qui s'appelle Caros qui fait du covoiturage. On encourage la mobilité douce. On fait venir des ateliers de réparation de vélos. Voilà, on fait de la communication, de la sensibilisation. Après, on a des collaborateurs qui habitent à 1 heure de leur lieu de travail et qui, évidemment, ne peuvent pas venir à vélo. Donc, il y a aussi une logique de bon sens, mais on montre la voie et à la fois on ne peut pas contraindre. C'est un équilibre qui est permanent en fait, mais on est obligé d'affirmer des choses et à la fois d'écouter ce que ça produit comme effet chez les collaborateurs. Je veux bien essayer de répondre. La question n'est pas simple, elle est très intéressante parce que ça y va de l'effort et de l'exemplarité, de la cohérence de ce qui va être demandé parce que il faut une grande entreprise ou même une petite montre l'exemple, il faut donner les conditions d'action, mais il faut aussi que chacun, sur l'exemple des transports, si je reste là-dessus, parce que vu la multitude des sujets, je n'ai pas forcément d'autres thèmes qui me viennent en tête, mais nous par exemple,
On va mettre toute une politique de mobilité douce avec des vélos et des systèmes de leasing de vélos, des voitures électriques. Il y a un parc aussi de voitures de fonction, plutôt voitures électriques. Il y a évidemment la question du télétravail. On ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il serait long, mais après nous, on va avoir donc des véhicules pour que les salariés viennent se rendre sur le lieu de travail, mais aussi des véhicules utilitaires. Et dans ces cas-là, alors nous, on a la chance de pouvoir traiter des déchets, d'en faire de l'énergie, du biogaz, et donc la flotte va être fournie au biogaz. Donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant dans votre question, je trouve, parce que je ne vais pas vous donner des chiffres là, mais c'est que et on sent que nous, on a 220 000 collaborateurs, c'est quand même un paquebot qu'il faut emmener, que les collaborateurs sont de plus en plus exigeants, engagés, alors les jeunes en particulier, mais pas que, et que cette question d'alignement, on fait beaucoup d'enquêtes internes, ça vient vraiment de la base en fait. Et je n'ai pas parlé des difficultés, autant vous dire que c'est pas parce qu'on fait de l'environnement dans un métier de service et dans les territoires qu'on coche toutes les cases de la RSE, parce que sinon ce serait un peu facile. Et on ne travaille pas forcément chez Veolia parce qu'on est hyper engagé, on travaille juste parce que voilà, il y a une opportunité. Cette question-là de l'engagement des collaborateurs, elle devient vraiment un vrai vecteur pour les managers et pour la direction, presque plus que les autres parties prenantes souvent, d'alignement et d'exemplarité, parce que sinon ça se fissure. Donc à chaque échelle, sur chaque sujet, la cantine, le café, voilà, quelles sont les bonnes pratiques et que l'exemplarité, ça peut paraître être un sujet en surface, mais ça va y aller de la bonne foi et de la vraie transformation en profondeur des acteurs économiques. Je vais juste rajouter un peu de complexité à votre question. Bon, pour nos collaborateurs permanents, donc 12 000 personnes en France, et les pratiques classiques avec des trajectoires SBTI et compagnie, du forfait mobilité durable et autres solutions. Mais on a aussi des intérimaires. 110 000 intérimaires qui lundi matin vont aller bosser en voiture, en scooter, en transport en commun pour certains. Ils sont de passage, c'est 500 000 personnes différentes et ils ne restent pas. C'est l'objet de notre relation de travail. Et donc dans nos entreprises, les décisions de l'entreprise ou les décisions des collaborateurs, c'est aussi avec des environnements de travail, des relations au travail qui sont en train de se modifier fortement. L'intérim est ancienne, mais elle est aussi représentative d'autres formes de coopération qu'on peut avoir avec... Et donc ça complexifie encore la façon dont on va pouvoir travailler sur cette thématique-là. Bon, pour l'instant, la seule solution... L'axe qu'on a choisi, c'est de se dire, au moment où ils passent chez nous, ils sont en situation de transition. Ils rentrent dans le marché du travail, ils sont entre deux jobs, ils sont quelques années avant la retraite. Et donc cette phase de transition, c'est potentiellement une phase de transition de sa mobilité. Et donc du coup, comment on peut équiper au mieux possible les gens pour qu'ils fassent les bons choix, en lien avec leur pouvoir d'achat, la zone géographique où ils interviennent, leurs envies, les enjeux climatiques. Voilà. Mais on est au tout début de cette réflexion-là. Est-ce qu'on a le temps de prendre la deuxième question? Oui. Donc il y avait la personne qui... Oui, j'avais peut-être une dernière question. Je voulais savoir comment vous pouvez articuler les objectifs RSE de vos différentes entreprises avec la rémunération de vos managers et de vos dirigeants et également leur évaluation. Alors c'est une bonne question parce que c'est une vraie question d'alignement aussi, et on parlait de la gouvernance tout à l'heure. Il faut que tous ces sujets, pour qu'ils tiennent, ils soient portés au plus haut niveau de l'entreprise, et c'est au-delà de l'exemplarité, c'est vraiment une question de pilotage. Il y a une question aussi, l'engagement, quand on travaille, il y a une rémunération à la clé, en général. Et donc, nous, en tout cas, on va l'aborder avec ce qu'on va appeler en bon français une bonus policy. Donc ça, après, cette bonus policy, surtout dans un grand groupe comme nous, ça va toucher différents échelons managériels, mais c'est mettre dans la rémunération des managers et des équipes des bonus qui vont au-delà de la performance
performance financière. Donc en tout cas, nous, on a beaucoup fait évoluer ça pour se coller à cette performance plurielle, et chacun va choisir ses objectifs pour être et dans un cadre qui est posé. Donc ils ne choisissent pas là où c'est le plus facile, sinon c'est pas drôle. Mais et du coup, on va aligner ces bonus avec la performance plurielle, ce qui est aussi un gage de pilotage. Et il s'agit aussi, au-delà de la rémunération, dans les critères de recrutement, dans les critères d'évaluation qualitative, d'en faire aussi, un sujet important. Donc voilà, le côté récompense et le côté on tient compte de ce qui est fait et on impulse cette transformation. C'est important que ce soit bien piloté, évidemment, au niveau RH. De notre côté, nos dirigeants ont leur part variable qui est dépendante du taux de satisfaction des clients. Donc ça, c'est récent, mais c'est une vraie... là, pour le coup, c'est un parti pris très concret. Et on est en train de réfléchir, ça c'est un sujet qu'on va embarquer plutôt en 2024, à une autre part variable liée aux objectifs RSE de l'entreprise et à l'atteinte, évidemment, de résultats concrets. Et je peux vous dire que c'est pas simple. On imagine. Et chez nous, même logique plutôt de terrain. On travaille en ce moment sur un indicateur de perf sociale local à la maille agence, et pour le mettre dans les variables des collaborateurs à tout niveau. Et donc, bien sûr, ça remonte comme le variable du haut en bas est construit de la même façon, ça remonte jusqu'en haut. Très clair, merci. Alors, peut-être pour conclure en un ou deux mots chacun, moi j'avais envie que vous partagiez ce que vous aviez appris, parce que c'était aussi une rencontre de tous les trois dans la constitution de cette table ronde, ce que vous avez pu apprendre de vos échanges, de ce qui a été partagé par rapport à ce sujet. Tous les chemins mènent à Rome. C'est que peu importe. Je pense que ce qui a été exprimé, ce que j'entends moi, c'est ça résonne bien sur la partie métier, geste métier, c'est-à-dire que la RSE, elle n'est pas théorique, elle doit s'ancrer sur le terrain et sur l'offre de services qu'on peut avoir auprès de nos clients. On a 3 entreprises qui sont très centrées clients. Et donc, du coup, c'est vraiment mettre ça au centre, et je me retrouve bien dans vos démarches, moi. Et que, encore une fois, la notion d'ADN, moi, me convient pas. C'est plutôt le résultat et ce que j'entends, c'est des entreprises qui travaillent, quoi, qui n'ont pas le génie qui leur tombe comme ça en disant on devient responsable, on pivote et tout va bien. C'est que c'est un travail qui est un peu long, avec un peu de résistance, avec des changements qui sont profonds. Voilà, qu'il faut un peu d'énergie et de résistance au contre-courant, parce qu'il y en a, ça serait malhonnête de le dire. Merci. Oui, je pense qu'on a des terrains de jeu, en tout cas proches, et des manières d'aborder les sujets différentes et des cadres de travail finalement différents. J'aime beaucoup le côté on part du terrain et c'est pas l'ADN et on y va différemment. L'approche sincère et modeste de dire voilà, on avance et je pense qu'on est vraiment confronté à ça, surtout sur des sujets de parties prenantes, en particulier de transformation en général. Il n'y a pas de science exacte parce que et on ne manie que de la complexité. Donc il faut beaucoup de conviction. Je pense que la conviction, elle me paraît essentielle. Cette envie d'apprendre, parce que là, c'est tellement écosystémique que forcément, on ne peut pas avoir une maîtrise de l'ensemble des sujets. Donc, c'est aller à la rencontre, s'informer, avancer, tester. Je pense que c'est un peu le fil rouge de tout ce qui a été dit là et de nos approches complémentaires. Alors, tous les chemins mènent à Rome. L'italienne que je suis est très sensible, évidemment. Et tu disais pour commencer, ce qui nous rassemble, c'est, tu disais, l'énergie, l'engagement. Il faut la nourrir tous les jours. Il faut les nourrir tous les jours, cette énergie, cet engagement. Donc voilà, je crois aussi qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, et je crois que le secteur importe peu en fait. Je crois que la taille de l'entreprise peut importer du point de vue des moyens évidemment qu'on a, mais je crois que finalement voilà, ce type de rencontre, elle nous dit ça aussi, quoi. Merci beaucoup, merci à tous les trois, et puis on va s'arrêter là.